Qu'est-ce que tu fiches, bon sang? Enlève cet uniforme, tout de suite. Les Kensington sont des gens raffinés. Ces gens-là ne sont pas comme nous. Et tu n'as pas le droit de transformer le mariage de ton frère en un numéro de cirque. L'armée est une honte. Lola, pour une fois. Mais cette robe en soie et fonds-toi dans la masse. Je suis Lola, j'ai 32 ans, et je suis capitaine dans le corps des marines des États-Unis. J'ai ravalé mon humiliation pour préserver la paix pendant 10 ans. Mais, en me tenant dans ce couloir étroit, en regardant ma propre mère cracher sur la vie de mes frères et sœurs d'armes tombés au combat, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me cacher, une seconde de plus. Elle n'avait aucune idée de qui était réellement assis là-bas, dans cette salle de banquet. Et honnêtement, moi non plus. Ce qui s'est passé, lorsque j'ai finalement franchi ces portes, est quelque chose que je porterai en moi pour le reste de ma vie. 2 jours avant cette confrontation dans le couloir, la graine de la trahison avait été plantée. Ma chambre d'enfant sentait le spray d'ambiance bon marché à l'œillet. Une odeur florale synthétique et suffocante, destinée à masquer l'air vicié d'une pièce qui n'avait pas été habitée depuis des années. Je me tenais près de la fenêtre, la posture rigide, regardant les grains de poussière dériver dans la lumière terne de l'après-midi. Evelyne, j'ai arrêté de l'appeler maman dans ma tête il y a longtemps, est entrée. Elle ne m'a pas regardé. Ses yeux se sont posés partout ailleurs, sur le papier peint qui se décollait, les plaintes poussiéreuses, n'importe où sauf sur mon visage. Sur son avant-bras pendait une robe, en soie bleu marine, chère, et lisse. Elle captait la lumière, chatoyant d'un éclat faux et sans vie. Elle s'est approchée, et l'a posée sur mon édredon délavé. Elle a lissé un pli inexistant, traitant le tissu comme une offrande sacrée, ou un agneau sacrificiel. Les Kensington sont une famille très raffinée, Lola, a-t-elle dit. Sa voix était douce, d'une douceur de rasoir, le genre de ton calculé qu'un négociateur d'otages utilise pour raisonner quelqu'un. Un uniforme militaire, c'est juste. C'est choquant. Les gens vont te dévisager, ils ne sauront pas quoi faire de toi. Porte simplement la soie bleu marine. Pour une fois, fonds-toi dans la masse. Elle n'a pas crié, il n'y a pas eu de dispute. C'était la partie la plus insidieuse, de la famille Bellet. Ils ne vous frappaient pas à la mâchoire. Ils vous demandaient simplement poliment, de vous couper le bras, et de le leur tendre sur un plateau d'argent. Elle me demandait d'effacer ma propre existence. D'essuyer la saleté, le sang, et le grade sur mon col. Pour que ses amis du country club, ne s'étouffent pas avec leur champagne, à cause des hors-d'œuvre. Pendant 10 ans, j'ai été la gardienne de la paix désignée. Le fantôme qu'ils ne convoquaient, que lorsqu'il y avait du gros œuvre à faire. J'ai sorti les valises surdimensionnées du grenier. J'ai posté les cartes de vœux. J'ai souri à travers mes dents serrées, au dîner de Thanksgiving. Pendant que tout le monde vénérait les bonus de Wall Street de mon jeune frère, Liam. Je me suis effacée, je me suis faite toute petite, et j'ai disparu dans le mur. Pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise. Je me suis mise au garde à vous, les mains jointes derrière le dos. Mon regard a glissé de la porte du placard, où mon uniforme de cérémonie était suspendu en toute sécurité à l'intérieur d'une lourde housse noire. Jusqu'au tas de soie inerte sur le matelas. La laine bleue nuit de mon uniforme. Les plis nets et impitoyables, le passepoil rouge sang. Il exigeait le respect, il imposait l'espace. Il portait le poids de la Silver Star épinglée sur sa poitrine, un métal dont Evelyne ne connaissait même pas le nom. La robe en soie, en revanche, était faite pour passer inaperçue. C'était l'uniforme d'un fantôme. Mon cerveau a déroulé le même scénario de survie éculé, qu'il a toujours fait. Celui martelé dans mon crâne depuis l'enfance. Ne discute pas, ravale ta fierté, encaisse le coup, préserve la paix. Ma mâchoire s'est crispée, j'ai fait un seul signe de tête sec. J'y réfléchirai. Evelyne a expiré lourdement. La tension a instantanément quitté ses épaules rigides. Elle a tendu la main, et a serré faiblement et stérilement mon avant-bras. Merci. Tu es une bonne fille. Elle a tourné les talons, ses mocassins en cuir claquant sèchement contre le bois. Je dois appeler le fleuriste, les centres de table sont complètement ratés, a-t-elle marmonné, en refermant la porte derrière elle. Le loquet en laiton a cliqué. Le silence dans la pièce s'est abattu sur moi. Lourd et suffocant. J'ai laissé tomber mes épaules, toute la prestance militaire s'est écoulée de ma colonne vertébrale. J'ai glissé mon dos contre la porte en bois fermé,
jusqu'à ce que mes bottes heurtent le parquet. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine, en posant mes coudes dessus. Ma main a instinctivement cherché dans la poche de poitrine de ma veste d'uniforme, qui était suspendue au dossier d'une chaise de bureau à côté de moi. Mes doigts calleux ont trouvé le métal, rugueux, froid, les bords usés par des années de friction. Un jeton de défi du corps des marines. Il appartenait au caporal Tommy Hay, un gamin de 19 ans d'un village de l'Ohio, qui ne pouvait même pas légalement s'acheter une bière dans un bar. Je me suis souvenu du poids exact de ce jeton, lorsqu'il l'a pressé dans ma main avec un sourire édenté, couvert de poussière, sur une piste d'atterrissage torride au Moyen-Orient. Pendant 6 ans, le bord dentelé de ce jeton en laiton avait été ma seule encre. C'était la seule chose qui m'empêchait de perdre complètement la tête, les nuits où les murs se refermaient. Lorsque l'odeur fantôme de diesel brûlé et de cuivre chaud me réveillait en sueur froide. Evelyne ne savait pas ce qu'elle demandait, elle n'en savait rien. Quand elle m'a imposé cette robe en soie lisse et sans courage, elle essuyait ses chaussures de créateur sur le sang de Tommy. Elle regardait les 90 secondes les plus laides et les plus violentes de toute ma vie, et les qualifiait d'inconvénients sociaux. Elle qualifiait le sacrifice de mon unité de numéro de cirque. J'ai fermé le poing autour du jeton, j'ai serré fort. Les crêtes métalliques se sont enfoncées profondément dans la chair de ma paume, mordant la peau. J'ai appuyé jusqu'à ce que ça brûle, laissant des marques rouges et furieuses. La douleur physique m'a ancré au sol, elle a fait taire les sifflements dans mes oreilles. Je me suis concentré sur la morsure aiguë du métal, la laissant l'emporter sur l'odeur suffocante du spray à l'œillet. Je ne pouvais pas le faire, je ne pouvais pas porter la soie. Juste au moment où cette prise de conscience s'est installée au centre de ma poitrine, une voix a traversé la fente sous la porte. Un grognement bas et lâche. Mon père, Tom Bailey. Tu as bientôt fini, Evelyne, a-t-il marmonné dans le couloir. Je pouvais entendre le déplacement de son poids, le frottement de ses mocassins sur le parquet, impatient de fuir tout conflit potentiel. Descendons. Laisse-la tranquille. Cette voix. Ce ton épais et sans colonne vertébrale, d'un homme qui détournait toujours le regard. Evelyne était celle qui tirait les balles, mais Tom était celui qui lui tendait l'arme, puis se couvrait les yeux. Sa complicité passive faisait toujours plus mal que son acte d'hostilité. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge, mes doigts se sont glacés autour du jeton. Le parquet sous moi ne ressemblait plus à une maison de banlieue tranquille. Ce son lâche a agi comme un fil-piège. Mon cerveau a violemment basculé en arrière, entraîné par un ressac que je ne pouvais pas combattre. Il m'a arraché au présent, loin de la robe en soie et des préparatifs du mariage, et m'a projeté directement, dans un après-midi d'automne frais. J'avais de nouveau 24 ans, allongé face contre terre sur le tapis de mon ancienne chambre, et la bouche d'aération de la cuisine cliquetait. Ce murmure sans colonne vertébrale, venu du couloir, laisse-la tranquille. Il ne flottait pas seulement dans l'air vicié de la chambre d'hôtel. Il m'a saisi à la gorge, et m'a entraîné en arrière. Car ce n'était pas la première fois qu'Evelyne exigeait ma disparition. Et ce n'était pas la première fois que Tom Bailey fixait ses chaussures, et la laissait faire. Pour comprendre le poids de cette robe en soie bleu marine, vous devez comprendre la décennie de saleté qu'ils ont pelletée sur mon nom. J'avais 18 ans. Je me tenais devant le miroir fissuré de la salle de bain, et je me suis coupé les cheveux à l'épaule avec une paire de ciseaux de cuisine. Je me fichais que les bords soient irréguliers, je devais juste les enlever. J'ai fourré 3 paires de jeans et quelques t-shirts unis, dans un sac de sport en toile verte délavée. La fermeture est claire à accrocher, mais je l'ai forcée à se fermer. Ce matin-là, je me tenais derrière les stores en vinyle bon marché du salon. La rosée du matin était encore lourde sur l'herbe. À travers la fenêtre fissurée, j'ai entendu Evelyne parler à Madame Gable par-dessus la clôture en bois pourri, qui séparait nos cours. « Oh, Lola » a dit Evelyne. Sa voix dégoulinant de ce faux bourdonnement mielleux de banlieue. Elle prend juste un peu de temps, pour se trouver. Vous savez comment sont les adolescents. Elle a besoin de s'éloigner un peu. Je suis resté là, agrippant la sangle en toile jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Marine Corps. 2 mots, qu'elle ne pouvait pas se résoudre à prononcer. Dans son monde de cul-de-sac, de handicap de golf et de voitures de luxe en leasing, s'enrôler dans l'armée n'était pas un choix honorable. C'était un échec, le petit secret sale d'une enfant qui n'avait pas pu entrer dans une université prestigieuse. Elle traitait mon serment au gouvernement des États-Unis, comme une maladie vénérienne qu'il fallait taire. J'ai poussé la porte d'entrée,
les charnières ont gémi. J'ai descendu l'allée en béton, les lourdes bottes raclant le trottoir. Je n'ai pas regardé en arrière, et il n'y avait pas d'étreinte d'adieu qui m'attendait sur le porche. Juste le claquement lourd et creux de la porte moustiquaire qui se fermait. 4 ans plus tard, j'avais 22 ans. Le gymnase sentait la cire à parquet et la sueur nerveuse. C'était le jour de la commission, le jour où j'ai officiellement épinglé le grade d'officier militaire. Autour de moi, la salle était un désordre chaotique de familles en liesse. Des pères tapant sur le dos de leurs fils, des mères pleurant sur les épaules de leurs filles. Épinglant des barres dorées sur leurs uniformes impeccables, des flashs crépitants. Je me tenais au bord des gradins, la colonne vertébrale parfaitement droite, les épaules carrées. Mes yeux étaient fixés droit devant, sur la dernière rangée. 3 chaises pliantes en plastique beige, vides, froides. J'ai fouillé dans la poche de mon pantalon d'uniforme, et j'ai sorti mon téléphone. L'écran brillait sous les néons crus, un nouveau message. Le déjeuner de charité s'est prolongé, papa a dû emmener Liam pour sa visite de l'université. Fais de ton mieux. Pas de coup de fil, pas d'excuses. Juste un SMS sec, pris en sandwich entre des alertes automatiques. J'ai fixé les pixels jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Je me suis mordu l'intérieur de la lèvre inférieure, fort. J'ai continué à mordre jusqu'à ce que la peau se déchire, et que le goût chaud et métallique du cuivre inonde ma bouche. J'ai avalé le sang, j'ai avalé l'humiliation. J'ai remis le téléphone dans ma poche, j'ai redressé les épaules, et j'ai appris là, sur le champ, comment applaudir pour moi-même. Parce que si je ne le faisais pas, Liam prendrait tous les applaudissements de toute façon. Liam, l'enfant choyé, l'investissement en or massif de la famille Bellet. Pendant que je rampais dans des tranchées de boue et que je dormais dans la terre, Liam obtenait son diplôme de finance. Il est allé directement à Wall Street. Je me souviens du Thanksgiving où il a ramené sa première Rolex. Il a détaché le lourd bracelet en acier, et l'a posé sur la table à manger, à côté de la dinde rôtie. Evelyn a eu le souffle coupé, elle s'est réellement mise à pleurer. De vraies larmes. Elle a pris cette montre, et a caressé la face en verre, comme si elle tenait une sainte relique. 1 an plus tard, je suis rentré en permission. J'ai ramené ma première médaille de citation. Je ne voulais pas de parade, je voulais juste qu'il la voie. Evelyn a pris la petite boîte doublée de velours de mes mains, elle ne l'a pas ouverte. Elle a juste regardé le boîtier sombre, a légèrement froncé les sourcils, et s'est dirigée vers le comptoir de la cuisine. Ça va juste prendre la poussière ici sur l'étagère, a-t-elle marmonné. Elle a ouvert le tiroir à bric-à-brac, celui qui était bourré de coupons périmés, de piles mortes et de factures d'eau impayées. Elle a poussé la boîte de velours tout au fond, et a refermé le tiroir d'un coup de hanche. Mais la coupure la plus profonde n'est pas venue d'un tiroir, elle est venue d'une bouche d'aération. J'avais 24 ans. De retour à la maison pour un congé obligatoire de 72 heures. J'étais allongé face contre terre, sur le tapis rêche de mon ancienne chambre. Épuisé. Je fixais les moutons de poussière sous la plainte. Mon oreille était à quelques centimètres de la bouche d'aération en métal, qui menait directement à la cuisine. Le ventilateur était éteint, le métal transportait parfaitement le son. C'est une onde totale, Tom. La voix d'Evelyn a résonné dans le conduit d'étain. Sèche, vicieuse. Je ne peux même pas parler d'elle au club. L'armée. C'est une erreur stupide et imprudente. Elle a gâché sa vie. J'ai arrêté de respirer. Les fibres du tapis s'enfonçaient dans ma joue. J'ai attendu. J'ai attendu que mon père frappe du poing sur l'îlot en granit. J'ai attendu qu'il rugisse, qu'il dise à sa femme de se taire. De défendre la fille qui saignait pour son pays. J'avais besoin qu'il soit un homme, juste pour une fois. En bas, dans la cuisine, une chaise a grincé sur le carrelage. Puis, un faible raclement de gorge s'est fait entendre. « Passe-moi le sel », a dit Tom. C'était tout. 3 mots. « Passe-moi le sel ». Il a échangé ma dignité contre un dîner tranquille. Si vous avez déjà eu un parent qui vous a complètement abandonné, juste pour préserver la paix avec un partenaire toxique. Vous savez exactement ce que l'on ressent, face à ce silence. Laissez un oui dans les commentaires, si vous avez survécu en étant le bouc émissaire de la famille. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Faites-moi savoir que je ne suis pas la seule, à avoir dû me construire une colonne vertébrale à partir de rien.
Allongé sur le sol de ma chambre d'hôtel, dans le présent, le souvenir de cette bouche d'aération de cuisine cliquetante était si fort, qu'il me faisait palpiter les tempes. Passe le sel. Soudain, le son fantôme de la bouche d'aération a été violemment arraché. Toc, toc, toc. 3 coups secs et impatients, à la porte de ma chambre d'hôtel. J'ai cligné des yeux, la froide réalité du présent se précipitant dans mes poumons. La voix qui a suivi, depuis le couloir, n'appartenait pas à mon père. Elle était plus jeune, plus douce, plus prétentieuse. Lola, ouvre. Nous devons parler de ta tenue. J'ai déverrouillé la porte, et je l'ai ouverte. Liam se tenait dans le couloir, vérifiant son reflet dans la vitre d'un tableau de paysage encadré. Il tripotait une cravate en soie grise argentée, le nœud reposant lâchement contre son col. Il sentait l'eau de Cologne chère, et l'arrogance de l'argent ancien. Il m'a regardé de haut en bas, ses yeux se sont posés sur mes bottes de combat réglementaires, et sa lèvre supérieure s'est retroussée dans un rictus rapide et laid. Tu sais, les Kensington sont plutôt stylés, a-t-il dit. Sa voix avait cette cadence lisse et étudiée de Wall Street. Je ne veux juste pas que ta tenue soit tout un plat de main. Reste discrète, sois normale pour une journée. Pour moi. J'ai regardé mon petit frère, le Golden Boy aux mains douces, qui n'avait jamais frappé quelque chose de plus dur qu'une balle de golf. J'ai plongé mon regard dans ses yeux, sentant la dernière goutte d'espoir pour lui s'évaporer. As-tu la moindre idée de ce que je fais réellement là-bas, ai-je demandé. Ma voix était basse, raclant le fond de ma gorge. Il a cligné des yeux, il a haussé les épaules à moitié, complètement indifférent. Bien sûr, des trucs de marine. Des trucs de marine. C'était son résumé. C'est ainsi qu'il catégorisait les hommes qui saignaient dans le sable, les hélicoptères d'évacuation médicale hurlant dans la nuit, et les caisses de transfert drapées d'un drapeau sur un tarmac. Des trucs de marine. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il se déplace mal à l'aise sous le regard plat et mort de mes yeux. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste fermé la porte au nez. 2 heures plus tard, nous étions dans le hall du country club de la famille Kensington. La climatisation était si forte que les bouches d'aération sifflaient, mais la pièce semblait toujours étouffante. Elle sentait le polish au citron sur les rampes en acajou, les gin tonic et le genre de parfum cher qui vous donne mal à la tête. Evelyn flottait sur les tapis persans dans une robe de créateur sur mesure, tenant fermement le biceps de Liam, le paradant devant un groupe d'hommes et de femmes plus âgés en smoking, ruisselant de perles. Je restais 2 pas derrière, l'ombre désignée, les dents bauchées. Une femme plus âgée au visage tiré par la chirurgie, a regardé par-dessus l'épaule d'Evelyn. Ses yeux se sont posés sur moi, se plissant légèrement devant mon pantalon uni et mes bottes. Et qui est-ce? Votre fille. Evelyn n'a pas manqué un seul battement. Elle s'est déplacée sur le côté, me bloquant physiquement la ligne de mire de la femme. Oh, c'est Lola, a-t-elle ri, un son aigu et grinçant. Elle se repose en ce moment, elle fait une pause entre 2 emplois. Elle n'a pas encore tout à fait trouvé sa voie. Sous le bord d'une grande table de cocktail, la main d'Evelyn s'est abattue. Ses ongles laqués se sont enfoncés profondément dans la chair de mes côtes, un pincement sec et punitif qui a tordu la peau. Garde ta bouche fermée. Je n'ai pas bronché, j'ai serré la mâchoire. J'ai fixé la condensation qui coulait sur le côté du verre de la femme, sentant l'échymose se former sous ma chemise. Le déjeuner familial qui a suivi, fut une leçon magistrale de boucherie psychologique. Ils nous ont installés à une longue table ovale, surplombant le 18e trou du terrain de golf. Les verres à eau en cristal, cliquetaient sèchement à chaque fois qu'un serveur en gilet blanc les remplissait. Le son ressemblait à de minuscules pics à glace, tapant contre mon crâne. J'étais assise près du bout, poussée vers les portes de la cuisine. Une assiette d'huîtres crues sur leur demi-coquille, était posée devant moi. L'odeur de saumure marine et de fer, m'a frappé la gorge. La chair grise et gluante, reposait dans des flaques de liquide trouble. Cela m'a retourné l'estomac. J'ai repoussé l'assiette d'1 centimètre. Tante Brenda était assise en face de moi, elle mâchait agressivement une bouchée de roquette imbibée de vinaigrette. Elle a fait claquer ses lèvres, en avalant bruyamment, avant de pointer sa lourde fourchette en argent, directement vers ma poitrine. L'armée réduit-elle le budget alimentaire ces jours-ci, a-t-elle demandé. Sa voix intentionnellement assez forte, pour être entendue par-dessus le brouhaha de la table. Tu as l'air terrible, Lola. Trop maigre, presque maladive. Ce n'est pas un bon look, pour une femme de ton âge.
Plus loin à table, mon oncle a reniflé dans sa serviette, en secouant la tête. Eh bien, à quoi tu t'attends, Brenda? Peut-être qu'il est temps qu'elle grandisse, et trouve un vrai travail. Qu'elle laisse ses parents tranquilles. Evelyne s'inquiète à mourir, de la voir sans avenir. C'était un peloton d'exécution, déguisé en conversation polie. Ils lançaient des pierres, une par une, essayant d'écraser le peu d'amour-propre qu'il me restait. Ils n'ont pas demandé où j'avais été, ni ce que j'avais survécu. Ma vie, mon grade, ma survie. Tout n'était qu'une chute comique, pour leur divertissement de l'après-midi. J'ai regardé en bout de table. Evelyne sirotait une coupe de champagne sec, elle n'a pas dit un mot pour les arrêter. Elle n'en avait pas besoin, les coins de sa bouche étaient relevés en un sourire lent, et satisfait. La famille faisait exactement ce qu'elle voulait, elle faisait son sale boulot. Renforçant son récit, gardant l'échec bien en place. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas défendu. Je suis resté assise, parfaitement immobile. Mon dos droit, à 5 cm du dossier rembourré de la chaise. Mes yeux sont passés en mode renseignement, j'ai cessé de les voir comme une famille, et j'ai commencé à lire la pièce comme un environnement hostile. J'ai noté la montée et la descente suffisante, de la poitrine de mon oncle. L'inquiétude théâtrale feinte, qui plissait le front de Brenda. Le tapotement rythmique du pouce de Liam, sur l'écran de son téléphone. Puis mes yeux ont cessé de balayer. Près du coin de la table, au-delà de la flûte de champagne d'Evelyne, était assise tante Clara. Elle n'avait pas touché à sa nourriture, son assiette de poulet rôti était complètement pleine. Ses mains reposaient sur ses genoux, cachées sous la lourde nappe blanche, hors de la vue d'Evelyne. Mais, de mon angle, je les ai vus. Clara agrippait une serviette en lin blanc si fort, que ses jointures étaient d'un blanc d'os. Le tissu était tordu en un nœud serré, et tendu, ses doigts tremblaient légèrement. Elle a levé les yeux, son regard a transpercé le bruit de la table, et a rencontré le mien. Il n'y avait aucune moquerie sur le visage de Clara, aucune fausse inquiétude. Seulement un dégoût silencieux, et brûlant. Une indignation silencieuse, et impuissante. Elle a soutenu mon regard pendant 3 longues secondes. Ce n'était pas de la pitié, c'était un avertissement. Elle communiquait quelque chose, qu'elle avait trop peur d'Evelyne pour le dire à voix haute. Puis, entendant Evelyne bouger sur son siège en bout de table, Clara a paniqué. Elle a rapidement baissé le menton, fixant son giron comme un chien effrayé, évitant un journal roulé. L'air autour de la table a soudainement changé. Il semblait épais, plus lourd que les insultes familiales habituelles. Quelque chose d'autre se passait ici. J'ai posé ma serviette sur la table, j'ai lissé les bords jusqu'à ce que le tissu soit plié en un carré parfait, et impeccable. J'ai repoussé ma chaise, les pieds en bois ont grincé durement contre le carrelage, coupant le rire de Brenda. « Excusez-moi », ai-je dit. Ma voix était complètement plate. Je n'ai pas regardé Evelyne. Je dois aller aux toilettes. J'ai tourné le dos à la table, et je me suis dirigé vers le hall. Je ne le savais pas encore, mais le regard silencieux et terrifié de tante Clara, était une mèche qui brûlait. Et la bombe à laquelle elle était attachée, m'attendait déjà dans ma chambre d'hôtel. J'ai quitté le country club, et je suis rentré directement à mon hôtel. Je n'ai pas allumé la radio, je n'ai pas regardé les pelouses manucurées défiler, par la fenêtre de mon camion. Je suis entré dans la chambre 314, j'ai poussé la lourde porte en bois, et j'ai verrouillé le pêne dormant. Le clic de la serrure a résonné, dans l'espace silencieux. La climatisation bourdonnait, basse et froide. Soufflant du givre depuis l'unité murale. La robe en soie bleu marine était posée à plat, sur le lit défait, juste là où je l'avais laissée. Je suis resté là, à la regarder. Mon corps se sentait en plomb. 10 ans de conditionnement, me griffaient la nuque. Mais là, Lola. Arrête de te battre. Laisse Liam avoir son mariage parfait à Wall Street. Laisse Evelyne avoir son fantasme de country club. Mes mains ont bougé mécaniquement, déboutonnant ma chemise, me glissant hors de mon pantalon. J'ai pris la robe en soie, le tissu semblait sans vie dans mes mains. Glissant, fin, bon marché, peu importe combien Evelyne l'avait payé. Je l'ai passé par-dessus ma tête. Je me suis approché du miroir en pied, monté sur la porte du placard. J'ai regardé le reflet, et un sentiment de nausée m'a envahi. J'ai vu un fantôme, un mannequin creux, et lissé. La femme qui me regardait en retour, n'avait pas d'aspérité. Elle n'avait pas d'histoire,
elle était parfaitement entassée dans le moule raffiné, que la famille Bailey avait désespérément besoin de présenter au Kensington. L'ombre dans le miroir n'était pas la marine qui avait survécu à 2 déploiements brutaux au Moyen-Orient. C'était la fille obéissante et invisible. Celle qui pouvait être mise en sécurité à une table du fond, pour ne pas gâcher les hors-d'œuvre. J'ai passé la main dans mon dos, mes doigts trouvant le métal froid de la fermeture éclair. J'étais à un seul geste de la reddition, à une seule fermeture éclair de signer officiellement ma propre disparition. Mais ma main s'est arrêtée en plein vol. La température de la chambre d'hôtel a soudainement chuté, l'air a semblé aspirer de mes poumons. La faible odeur d'eau de javel et de déterge à la lavande de l'hôtel a disparu. Remplacée par le cuivre chaud, et l'odeur acre et mordante de carburant diesel brûlé et de cordite. Le bourdonnement du climatiseur s'est estompé, le silence a été déchiré par le cri assourdissant, et secouant les os, d'un V blindé qui se renversait dans un fossé. Le métal se déchirant, les pneus se déchiquetant. Ma vision s'est rétrécie. Je ne regardais plus une robe en soie, je regardais le plancher métallique strié d'un transport de troupes. Une embuscade de 90 secondes, c'est tout ce que c'était. 1 minute et demie d'enfer pur et concentré, sur un chemin de terre qui n'avait même pas de nom. La sensation glissante sur mes mains n'était pas de la soie, c'était épais, chaud et collant. Ça suintait entre mes doigts alors que j'appuyais, mettant tout mon poids sur la poitrine du marine sous moi, essayant de boucher un trou qui ne pouvait pas être bouché. Reste avec moi, j'ai entendu ma propre voix crier par-dessus les coups de feu. Rauque, déchiqueté. Nous étions 4 à partir en patrouille, 3 d'entre nous se sont traînés à l'intérieur de la base. Tommy n'a pas survécu. Tommy est, 19 ans, juste un gamin de l'Ohio qui regrettait le pain de viande de sa mère, et gardait une photo froissée de son Golden Retriever, scotché à l'intérieur de son casque. Famille. Evelyn a brandi ce mot comme une arme, elle l'a utilisé pour manipuler, pour faire taire, pour contrôler. Elle pensait que la famille, c'était les gens assis autour d'une table, mâchant de la roquette et vous démolissant pour le sport. Elle avait tort. La famille, c'était le gamin qui, 3 jours avant cette embuscade, m'avait tendu sa gourde quand le mercure a atteint les 43 degrés. Même si ses propres lèvres étaient gercées, et saignantes. La famille, c'était Tommy, arborant ce sourire édenté et niais. Alors qu'il pressait un lourd jeton de défi en laiton dans ma paume. Garde-le pour la chance, Cap, avait-il dit, en essuyant la graisse de son front. Tu le gardes. Ce jeton était dans la poche de poitrine de mon uniforme de cérémonie, suspendu dans le placard juste derrière moi. Ses bords étaient usés, à force de m'y agripper les ongles, pour me rappeler que j'étais toujours en vie. Brenda m'a traité de malade, mon oncle m'a dit de trouver un vrai travail. Ils étaient assis là, dans leur costume sur mesure, buvant du champagne, se moquant des cernes sous mes yeux. Ils n'avaient aucune idée que j'avais cette tête, parce que j'avais donné ma dernière goutte d'eau, et la moitié de mon volume sanguin. Pour essayer de maintenir en vie un gamin de 19 ans, dans la poussière. J'ai regardé à nouveau dans le miroir, la soie bleu marine. Si je portais cette robe demain, je ne me cachais pas seulement moi-même, je trahissais Tommy. J'étais d'accord avec Evelyn. Je me tenais devant une foule d'étrangers, et je confirmais silencieusement que le sang de Tommy, la vie de Tommy, était une honte. Un numéro de cirque, qu'il fallait cacher pour ne pas offenser les délicates sensibilités d'un country club. Ma mâchoire s'est crispée si fort, qu'un muscle a tressailli sur ma joue. La fureur froide et analytique d'un officier des marines a remplacé la fille épuisée. J'ai attrapé le col de la robe en soie, et j'ai tiré. Je l'ai passé par-dessus ma tête, en serrant le tissu coûteux dans mes poings. Je ne l'ai pas plié, je ne l'ai pas suspendu. Je l'ai jeté avec force dans un coin de la pièce, comme un déchet contaminé. Elle a heurté la plainte, et s'est affaissée sur la moquette. À la seconde même où la soie a touché le sol, une vibration métallique aiguë a fait vibrer le bois de la table de nuit. BZZZ. L'écran de mon téléphone s'est allumé dans la pièce sombre, une seule notification de message, d'un blanc éclatant sur l'écran de verrouillage. Je n'ai pas bougé pendant une seconde. La chambre d'hôtel était de nouveau silencieuse, pas de coup de feu, pas de métal en feu. Juste le bourdonnement du climatiseur, et cet écran lumineux. Je me suis approché, j'ai pris le téléphone. Le nom de l'expéditeur était en haut de l'aperçu du message, Tante Clara. J'ai pris le téléphone sur la table de nuit, l'écran brillait, projetant une lumière bleue glaciale et crue, à travers la chambre d'hôtel sombre.
Mon pouce a survolé le bloc de notifications, tante Clara. Elle n'a pas tapé un seul mot, pas de salutation, pas de « comment vas-tu ?» Juste un fichier image. J'ai fait glisser l'écran pour le déverrouiller, l'image s'est agrandie, remplissant l'affichage. C'était une capture d'écran d'une conversation de groupe e-message, l'entête en haut indiquait en lettres noires et grasses, logistique du mariage de Liam. J'ai tapé en haut de l'écran pour dérouler la liste des membres, Evelyn, Tom, Liam, tante Brenda, oncle Dave. Chaque personne qui venait de s'asseoir autour de cette table ovale au country club, sirotant du champagne sec et mâchant leur salade d'arugula sophistiquée. Il n'y avait qu'une seule personne manquante sur la liste, moi. Ils avaient un canal secret, une ligne de communication en coulisses, mise en place spécifiquement pour gérer mon existence. Mon estomac s'est noué, l'air froid de l'unité de climatisation murale a semblé s'infiltrer directement dans ma moelle. J'ai pincé l'écran avec 2 doigts, en zoomant sur l'horodatage du premier message, 11h40. En plein milieu du déjeuner, au moment même où Brenda pointait sa fourchette en argent vers ma poitrine, me traitant de malade et de trop maigre. Evelyn avait tapé sur son téléphone, sous la lourde table en acajou, pendant tout ce temps. J'ai lu le texto de ma mère, les mots étaient crus, brûlant ma rétine. S'il vous plaît, assurez-vous que personne n'encourage Lola à porter son uniforme demain. Les Kensington sont des gens extrêmement raffinés, et ce serait une humiliation totale pour cette famille. J'ai dit au lieu de réception de la placer à la table 9. Juste à côté des portes battantes de la cuisine. L'armée est une honte, je ne la laisserai pas transformer le mariage de Liam en un numéro de cirque. Un numéro de cirque. J'ai fixé la phrase, mon cerveau la traitant avec une étrange précision clinique et détachée. Elle assimilait un uniforme d'officier du corps des marines des États-Unis, le lourd tissu de laine que je portais en sortant des hommes ensanglantés d'épaves en flammes, à un costume de clown. Et la table 9. Ce n'était pas seulement un emplacement. À un mariage au Kensington Country Club, le plan de table était un système de caste strict. La table 1 était la royauté, la table 9, reléguée dans le fond près des portes de la cuisine, là où les serveurs vidaient les assiettes sales et où l'odeur de graisse rance flottait dans l'air, c'était l'exil. C'était là qu'on mettait les gens qu'on était obligé d'inviter, mais dont on avait honte. Elle me traitait comme un sac poubelle, qu'il fallait cacher derrière une benne à ordures, avant l'arrivée des invités riches. J'ai légèrement fait défiler. Tante Brenda avait réagi au message d'Evelyn. Une petite bulle grise a plané au-dessus du texte. La femme qui venait de feindre de s'inquiéter de mon poids et de mon avenir, riait de ma rétrogradation aux portes de la cuisine. En dessous, la réponse de Liam, courte et insensible, comme tu veux, maman. Garde-la juste hors des photos principales, je n'ai pas besoin qu'elle gâche l'ambiance. Il n'était pas une famille, c'était une meute de charognards. Je me tenais au milieu d'un abattoir, et il dépouillait méthodiquement mes os, coordonnant la dissection en temps réel, via une conversation de groupe. Mais la balle qui a finalement brisé ma poitrine, n'est pas venue d'Evelyn, de Brenda, ou de mon petit frère prétentieux de Wall Street. Elle est venue du bas de l'écran. En petits caractères gris clair, se trouvant tranquillement sous ce barrage d'insultes, se trouvait un accusé de réception, lu par Tom Bailey à 11h42. Mon père. L'homme pour qui j'avais passé 10 ans à trouver des excuses pathétiques. L'homme qui tapotait toujours mon épaule dans l'allée et chuchotait, tu sais comment est ta mère. Laisse tomber, ma grande. L'homme que je pensais n'être qu'une victime tragique, du narcissisme agressif d'Evelyn. Il a vu ça. J'ai imaginé son visage à table, cette expression douce et vide. La façon dont il a soigneusement beurré un petit pain, pendant que son téléphone vibrait dans la poche de son costume. Il l'a sorti, a lu ce message, a avalé sa nourriture, et m'a regardé droit dans les yeux. Il s'est assis à cette table, et a regardé sa femme qualifier le service militaire de sa fille de numéro de cirque. Il l'a regardé prévoir de me cacher, à côté des portes battantes de la cuisine. Et il n'a pas tapé une seule lettre. Il ne m'a pas défendu, il ne lui a pas dit qu'elle était allée trop loin. Son silence n'était pas une tactique de survie, c'était une approbation absolue. Ce petit accusé de réception gris, était un certificat de décès. Il a tué la dernière illusion persistante, et désespérée, que j'avais à propos de mon père. Ce n'était pas un artisan de la paix, c'était un lâche qui a permis à un monstre d'agir, car c'était plus facile que de défendre sa propre chair et son propre sang. Je me tenais au centre de la chambre d'hôtel, le silence était absolu. Je n'ai pas pleuré. Les larmes brouillent la vision,
Elles embuent la vitre de la lunette de votre fusil. Dans le sable, si vous ne pouvez pas voir clairement, vous mourrez. Et les gens qui comptent sur vous, meurent. Mon corps le savait, le corps des marines avait battu les réactions civiles inutiles, hors de moi il y a longtemps. Dans une zone de combat, la panique vous tue, l'émotion vous tue. Vous évaluez la menace, vous sécurisez votre équipement, et vous neutralisez la cible. La douleur dans ma poitrine s'est simplement arrêtée. L'hémorragie de mon estime de soi s'est arrêtée. Une lourde porte en fer s'est refermée dans mon esprit, isolant la fille blessée, et désespérée. Ce qui l'a remplacée était froid. Une profonde rage glaciale. Ce n'était pas bruyant, cela ne m'a pas donné envie de crier ou de jeter la lampe de l'hôtel contre le mur. C'était une concentration silencieuse, et terrifiante. Le genre de concentration, qui ralentit votre rythme cardiaque à un battement régulier, et rythmé. Le genre qui fait que vos mains arrêtent de trembler, et que votre respiration devient superficielle, et régulière. Evelyn Bailey n'était plus ma mère, elle était la menace. J'ai appuyé sur le bouton latéral de mon téléphone, l'écran s'est éteint. Je l'ai jeté sur le matelas, le laissant atterrir juste à côté du tas froissé, et pathétique, de la robe en soie bleu marine. J'ai tourné le dos au lit, j'ai traversé la moquette vers le placard. Mes bottes étaient complètement silencieuses. J'ai tendu la main, et j'ai saisi la lourde fermeture éclair en laiton de la housse de vêtements noirs, suspendue à la barre métallique. Les dents métalliques ont fait un bruit de déchirure sec, dans la pièce silencieuse. Alors que je tirais la fermeture éclair vers le bas, le sac s'est ouvert. À l'intérieur, la laine bleu nuit de mon uniforme de cérémonie absorbait la faible lumière de la pièce. Le tissu était raide, inflexible. Le passepoil rouge le long des jambes du pantalon ressemblait à une coupure fraîche. Et là, épinglée précisément au centre de la poitrine de la veste, la Silver Star a capté un faible reflet de lumière venant de la fenêtre. Lola Bailey, le bouc émissaire invisible, est morte là, dans la chambre 314. J'ai tendu mes doigts calleux, effleurant le métal froid de la médaille. Je suis la capitaine Lola Bailey. Et cette guerre ne fait que commencer. Cette nuit-là, j'ai posé l'uniforme de cérémonie à plat sur le lit de l'hôtel. Il m'a fallu 2 essais, pour faire passer les épaisses épingles de montage métallique, à travers la laine dense bleu nuit de la veste. Le tissu résistait, mes mains tremblaient. Non pas parce que j'avais peur d'Evelyn Bailey. Non pas parce que je me souciais des Kensington, ou de leur country club. Je tremblais à cause de la gravité même du métal dans ma paume. Épingler cette Silver Star sur ma poitrine, signifiait faire entrer le fantôme de Tommy dans la pièce avec moi. Cela signifiait porter le poids d'un gamin de 19 ans, qui n'est jamais rentré à la maison. Le lendemain matin, j'ai donné un laissez-passer à mon frère. Pendant la cérémonie d'1 heure à l'église, je me suis assise dans le dernier banc, presque collé au mur du fond. Je portais un simple blazer gris anthracite, et un pantalon foncé, un camouflage civil. J'ai gardé la tête baissée, fixant les éraflures sur le bout de mes bottes. Devant, à l'autel, sous les vitraux, Liam récitait ses vœux. Evelyn était assise au premier rang, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir, jouant le rôle de la mère parfaite et émue. Je les ai observés. Liam était un gamin égoïste, et privilégié, qui laissait sa mère me traiter comme de la saleté, juste pour que son trust reste intact. Mais il était toujours mon frère. Je l'aimais assez, pour lui donner 45 minutes de paix ininterrompue. Je lui ai offert une cérémonie parfaite, digne d'une photo. Mais ma grâce a expiré, à la seconde où nous avons quitté cette église. La réception s'est tenue au country club privé des Kensington, un immense domaine tentaculaire. Des valets garaient des berlines allemandes importées, un quatuor à cordes s'est chauffé quelque part dans le hall principal. Des serveurs en gilets blancs impeccables, passaient avec des plateaux d'argent chargés de flûtes de champagne. Je n'ai pas suivi la foule dans la salle de bal. Je me suis séparé, j'ai emprunté un couloir latéral tapissé, transportant ma lourde housse de vêtements noirs, et je me suis faufilé dans une petite salle de préparation de mariée vide, près des toilettes. J'ai verrouillé la porte, le pen dormant s'est enclenché avec un bruit sourd et métallique. La pièce sentait la laque en aérosol, et le prosecco renversé. J'ai dézippé la housse, j'ai enlevé le blazer anthracite. J'ai enlevé les vêtements civils qui me rendaient invisible, les laissant tomber en un tas froissé et pathétique sur le sol. J'ai enfilé l'uniforme. Le col haut et rigide s'est refermé contre ma gorge, me forçant physiquement à relever le menton. J'ai boutonné les boutons en laiton,
sur le devant de la veste. La lourde laine tirant ma colonne vertébrale dans un alignement parfait et rigide. J'ai enfilé les gants de coton blanc, j'ai lissé chaque pli sur mes jointures, tirant le tissu à tambour. J'ai ajusté la ceinture, j'ai calé ma casquette sous mon bras. Je me suis regardé dans le miroir de la coiffeuse, la lumière jaune du lustre rebondissait sur les rangées de rubans colorés, et la Silver Star reposant directement sur mon cœur. C'était froid, sévère, c'était exactement qui j'étais. J'ai enlevé un minuscule morceau de peluche de mon épaule. J'ai pris une lente et longue inspiration. Il était temps d'aller trouver la table 9. Ma main gantée de blanc était à 5 cm de la poignée de porte en laiton, lorsqu'elle a été violemment tournée de l'extérieur. La porte a été poussée vers l'intérieur, raclant durement la moquette épaisse. Evelyne s'est lancée dans la pièce. Elle s'est arrêtée net, les yeux rivés sur la laine bleu nuit. Toute couleur s'est retirée de son visage en une fraction de seconde, la laissant ressemblant à une statue de cire. Puis une rougeur sombre et tachetée a envahi son cou, s'installant chaude sur ses joues. Une panique pure, et sans phare. Elle a reculé d'un bond, a claqué la lourde porte en bois et a pressé sa colonne vertébrale contre elle. Comme si elle pouvait physiquement empêcher la réalité de mon existence, de se répandre dans le couloir. « Qu'est-ce que tu fiches, bon sang » a-t-elle sifflé. Sa voix était un murmure frénétique, et venimeux. Ses doigts manucurés, griffaient l'air vide entre nous. « Enlève ça. Enlève ça tout de suite. » Je me suis mise au garde à vous, je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste regardé. « Tu ne vas pas me faire ça » a-t-elle craché, la poitrine haletante. Le lourd parfum synthétique de son parfum cher a rempli la petite pièce, épais et suffocant. Je t'ai dit que les Kensington étaient des gens raffinés. Ces gens-là ne sont pas comme nous. Tu n'as pas le droit d'humilier cette famille. Tu n'as pas le droit de transformer le mariage de ton frère en un numéro de cirque. Elle a tendu les doigts, crochus comme des griffes, essayant d'attraper le revers de ma veste. Elle voulait physiquement m'arracher l'uniforme. J'ai repoussé sa main. C'était un bloc militaire sec, assez dur pour piquer. Elle a reculé, s'agrippant au poignet, la bouche bée de choc. Elle jouait sa dernière carte, le chantage à la culpabilité narcissique ultime. Elle pariait tout sur le fait que 10 ans de conditionnement prendraient le dessus. Elle s'attendait à ce que je me ratatine. Elle s'attendait à ce que mes épaules s'affaissent. Elle s'attendait à ce que je m'excuse, que j'enlève la laine, et que j'aille supplier un serveur pour un tablier de rechange, afin de me cacher. Elle pensait que je protégerais son monde de banlieue faux et fragile, au prix de ma propre âme. J'ai fait un pas en avant. Le talon lourd de ma botte de combat a claqué contre le bord en bois dur du sol. Evelyne a tressailli, elle s'est appuyée plus fort contre la porte. Je n'ai pas crié, je n'ai pas hurlé. Je ne me suis pas lancé dans une explication larmoyante, à propos de Tommy, de l'embuscade, ou de la conversation de groupe que j'avais vue sur le téléphone de Clara. Les explications sont pour les gens qui ont besoin d'une permission pour exister. Je n'avais plus besoin de la sienne. J'ai réduit la distance entre nous, j'ai plongé mon regard dans ses yeux grands et erratiques. Ma voix était basse, plate, aussi froide qu'un canon de fusil en décembre. « Maman » ai-je dit. « Je ne suis pas une honte. » Elle a ouvert la bouche pour argumenter. Sa main agrippant fermement la poignée de porte en laiton, derrière son dos, pour bloquer ma sortie. Je ne l'ai pas laissé parler. J'ai tendu la main gauche, j'ai serré ses doigts sur son avant-bras, juste au-dessus de la soie coûteuse de sa manche de créateur, et je l'ai poussé sur le côté, avec force. Elle a trébuché sur ses talons hauts, heurtant le bord d'une chaise de coiffeuse en velours. Ma main droite, enveloppée dans un coton blanc parfaitement lisse, s'est refermée sur la poignée en laiton. Je l'ai tournée jusqu'à ce que le loquet clique, j'ai poussé la porte, sortant de l'ombre, et marchant droit dans la lumière aveuglante du hall principal. Je suis sorti du couloir étroit et tapissé, et j'ai franchi le seuil de la salle de banquet principale. La lumière était aveuglante. Un immense lustre en cristal à plusieurs niveaux pendait du plafond voûté, projetant une lueur chaude et dorée sur 150 personnes. C'était une mer de richesse en tenue de soirée. Des smokings sur mesure, des robes de créateurs longues jusqu'au sol, des serveurs se faufilant dans la foule, tenant des plateaux d'argent chargés de flûtes de champagne. 10 ans de conditionnement psychologique est une habitude difficile à briser. Même avec la laine bleu nuit du corps des marines enroulée autour de mes épaules, et une Silver Star épinglée sur mon cœur.
La voix d'Evelyne résonnait encore, au fond de mon crâne. Ne sois pas un numéro de cirque. Fonds-toi dans la masse. Cache-toi. Je n'ai pas marché au milieu de l'allée, je n'ai pas exigé l'attention. J'ai automatiquement longé le mur, mon épaule à peine à 5 cm du papier peint floral coûteux, glissant le long du périmètre de la pièce. Mes yeux ont balayé le plan de la salle, suivant les numéros de table montés sur des supports en argent. Table 4, table 6, table 8. Je cherchais la table 9, la zone d'exil. L'endroit, poussé juste contre les portes battantes en aluminium de la cuisine. Où je pourrais m'asseoir, disparaître, et laisser Liam avoir son parfait mariage de Wall Street. C'était pathétique, vraiment. Une capitaine de combat se faisant toute petite, pour tenir dans un placard. Mais un uniforme de cérémonie n'est pas conçu pour être invisible. Les angles vifs, les gants blancs immaculés, le passepoil rouge sang. Il exige de l'espace. Ça a commencé près du bar en acajou. Un homme en smoking impeccable était en pleine phrase, riant avec un groupe d'amis. Il a tourné la tête pour faire signe à un barman. Son regard a balayé le mur, a accroché la laine sombre de mon uniforme, et s'est verrouillé. Le sourire a glissé de son visage, sa main tenant un gobelet en cristal de scotch s'est figée en plein air. La femme à côté de lui a remarqué son silence soudain, elle a tourné la tête pour suivre son regard. Ses yeux se sont écarquillés, tombant immédiatement sur la pile de rubans colorés et la médaille d'argent sur ma poitrine. Elle a cessé de parler. C'était comme regarder une toile d'araignée se fissurer sur un lac gelé. Le silence s'est propagé vers l'extérieur, en une vague rapide et visible. Cela ne s'est pas produit d'un seul coup, c'était une détérioration physique de l'atmosphère de la pièce. Le cliquetis vif et animé de l'argenterie contre la porcelaine a commencé à s'amenuiser. Le faible bourdonnement des conversations de 150 personnes s'est fragmenté, les gens se sont donné des coups de coude. Les invités se sont retournés sur leurs chaises. Sur une petite scène surélevée dans le coin, le quatuor à cordes a perdu son rythme. La violoniste principale, une femme en robe noire, m'a aperçu du coin de l'œil, elle a perdu sa place sur la partition. Elle a fait glisser son archet sur les cordes, produisant une longue note stridente et fausse, qui a écorché les tympans de tout le monde dans la salle. Elle a baissé son violon, le violoncelliste a cessé de jouer. La musique est morte complètement. Le seul son qui restait dans l'immense salle de bal était le claquement sec et rythmé de mes talons en cuir, frappant le parquet en chêne poli alors que je longeais le mur. 150 paires d'yeux étaient sur moi, le silence lourd et étouffant était absolu. J'ai gardé les yeux rivés droit devant moi. Mais, ma vision périphérique a capté l'effondrement de la façade de la famille Bellet. En plein centre de la pièce, sous la partie la plus éclairée du lustre, se tenait Evelyne. Il y a une seconde, elle riait d'un rire aérien et étudié. Entourée de 3 femmes Kensington plus âgées, ruisselant de diamants. Quand la musique s'est arrêtée, Evelyne s'est retournée. Elle m'a vu, le faux sourire radieux n'a pas seulement disparu, il s'est transformé en béton humide, et est tombé de son visage en morceaux. Sa mâchoire s'est affaissée, le sang s'est retiré de sa peau si rapidement, qu'elle ressemblait à un cadavre dans une robe de créateur. Elle est restée complètement paralysée, ses 2 mains se sont levées, agrippant la base de sa gorge, comme si elle s'étouffait avec l'air même de la pièce. Elle se préparait à l'impact, attendant le dégoût, les ricanements, la ruine sociale. Elle était convaincue que mon uniforme allait s'abattre sur elle, de la part de l'élite snob. À 6 mètres de sa gauche, mon père Tom tenait le crachoir près d'une grande table de cocktail. Il m'a vu, et son instinct de survie a pris le dessus. Il a littéralement fait un pas en arrière, essayant de se distancer. Et sa hanche a heurté durement la table, un verre à martini s'est renversé, se brisant sur le sol. Mais personne n'y a même prêté attention. À la table d'honneur tentaculaire, Liam était à moitié hors de son siège, sa serviette était tombée par terre, sa bouche était grande ouverte. Il me fixait comme si je venais d'entrer, en portant une ceinture d'explosifs. Il me regardait comme une bombe avec un minuteur qui tourne. J'ai continué à marcher, j'ai enfin repéré la table 9. Elle était exactement là où Evelyne avait promis qu'elle serait, poussée dans le coin le plus sombre, touchant pratiquement le cadre métallique de la porte de la cuisine. J'en étais à 3 mètres, je voulais juste m'asseoir. Mais mes yeux ont accroché un obstacle. À la table d'honneur principale, assis à 2 sièges de Liam, se trouvait un homme plus âgé, 70 ans, peut-être plus. Il avait des cheveux blancs épais,
et portait un smoking sur mesure qui seyait parfaitement à ses larges épaules. Son nom était Marcus Vance. Il n'a pas regardé mon visage, il n'a pas regardé les gants blancs. Ses yeux ont tout contourné, et se sont verrouillés comme un système de ciblage laser, en plein centre de ma poitrine, sur la Silver Star. J'ai vu le muscle de sa mâchoire se contracter. L'invité poli et raffiné du country club a disparu. Le masque est tombé. Et en dessous, se trouvait le regard froid et calculateur d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Un soldat de carrière. Il n'a pas détourné le regard. Lentement, délibérément, Marcus Vance a repoussé sa lourde chaise en bois de la table. Les pieds ont grincé bruyamment contre le sol, il s'est levé. Avez-vous déjà franchi la porte d'une pièce, où tout le monde attendait votre échec, mais vous saviez que vous aviez la main gagnante? Laissez un gagnant dans les commentaires, si vous savez exactement ce que l'on ressent, face à ce silence terrifiant et puissant. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Voyons ce qui se passe, quand la vérité parle enfin. Vance a redressé sa colonne vertébrale, il a carré les épaules, ignorant complètement les regards choqués des Kensington assis à côté de lui. Il a pris une profonde inspiration, sa poitrine se dilatant sous la veste de smoking coûteuse. Marcus Vance a inspiré profondément, ce n'était pas une respiration normale. C'était l'inspiration calculée, et qui dilate les poumons, d'un officier militaire chevronné, se préparant à appeler une formation au garde à vous, sur un terrain de parade venteux. Il se fichait du quatuor à cordes, il se fichait des centres de table en cristal, ou des chuchotements choqués des élites du country club. Il a verrouillé ses yeux sur moi, debout à 3 mètres, près des portes de la cuisine. Puis il a rugi, Silver Star dans la pièce. 5 mots, qui ont transpercé le silence de mort, de cette salle de banquet. Comme un couteau de combat à travers une toile. Le volume et l'autorité pure dans sa voix, ont fait physiquement sursauter un serveur près du bar, manquant de faire tomber un plateau de verre. Ce n'était pas un numéro de cirque, ce n'était pas une humiliation. C'était la 3e plus haute décoration de combat, décernée par les forces armées des États-Unis, pour un héroïsme extraordinaire. Evelyn Bailey avait passé 10 ans, à traiter mon service comme un secret honteux. Il a fallu à un parfait inconnu, 5 secondes pour dire à 150 personnes, exactement ce pourquoi j'avais saigné. Marcus ne s'est pas arrêté là, il a levé sa main droite dans un arc vif et aveuglant. Ses doigts serrés, le bout de son majeur reposant précisément, sur le bord extérieur de son sourcil droit. Un salut militaire parfait, et impeccable. Un vieil homme en smoking sur mesure, était au garde à vous, offrant le plus grand geste de respect à une capitaine des marines, à qui il n'avait jamais adressé un seul mot. J'ai arrêté de marcher. L'air dans ma gorge semblait épais, une brûlure vive et soudaine a frappé l'arête de mon nez, juste derrière mes yeux. 10 ans à ravaler ma fierté, à manger de la terre, à être repoussé au fond de la pièce. Tout est remonté d'un coup. Mais je l'ai verrouillé, j'ai serré mes glandes lacrymales. Je ne pleurais pas ici, pas devant eux. J'ai pivoté sur mon pied gauche, tournant mon corps complètement vers lui. J'ai joint les talons, le cuir épais de mes bottes de combat s'est heurté, avec un craquement sec et sonore, qui a résonné contre le plafond voûté. J'ai levé ma main gantée de blanc dans un salut sec en retour, la tenant fermement, exactement comme Tommy le faisait sur le tarmac. Nous avons maintenu le salut, 2 soldats dans une pièce pleine de fantômes. Puis, la véritable magie de la vérité a commencé à opérer. Quelque part près de la table 4, une lourde chaise en bois a raclé violemment le sol. Un homme d'une 60aine d'années, avec une épaisse moustache et le dos légèrement voûté, s'est levé de son siège de premier choix. Il s'est tenu complètement droit, les bras collés au corps. Près du bord de la piste de danse polie, une femme en robe de soirée vert émeraude foncé s'est levée. Elle a relevé le menton, ramenant ses épaules en arrière dans une posture rigide. Près du bar en acajou, un homme corpulent a posé un verre de bière à moitié vide sur le sous-verre. Il a attrapé une canne en bois appuyée contre le comptoir, a pris appui dessus et s'est redressé, luttant contre un mauvais genou juste pour se mettre au garde à vous. Un par un, 12 personnes, 12 vétérans cachés à l'intérieur des cordons de velours de la richesse suburbaine. Ils n'ont pas dit un mot, ils n'en avaient pas besoin. Le bruit de leur chaise qui raclait et la vue d'eux se levant était un rugissement assourdissant. C'était un cri collectif silencieux, dirigé directement vers Evelyn et Tom Bailey. Mes parents se sont figés de l'autre côté de la pièce, l'ironie absolue était suffocante. Les gens riches, raffinés, qu'Evelyn essayait désespérément d'impressionner.
Les gens dont elle avait si peur que je les offense, étaient actuellement au garde à vous, pour la fille qu'elle avait exilée à la table 9. J'ai baissé mon salut, Marcus Vance a baissé le sien. Les 12 vétérans de la pièce se sont détendus, mais ne se sont pas rassis. Du centre de la table d'honneur, Richard Kensington a repoussé sa chaise. Le père de la mariée, le patriarche de la famille qu'Evelyn vénérait pratiquement. Il n'avait pas l'air dégoûté, ni offensé. Il a contourné la longue table et a traversé la piste de danse ouverte, se dirigeant droit vers moi. C'était un homme grand, imposant, habitué à donner des ordres dans les salles de conseil. Mais en se rapprochant, j'ai vu les bords rouges et humides de ses yeux. Il s'est arrêté juste devant moi, il n'a pas offert une poignée de main polie à une main, à la manière d'un country club. Il a tendu la main et a saisi ma main gantée de blanc avec les siennes. Sa prise était serrée, désespérée et chaude. « Capitaine Bailey », a dit Richard. Sa voix était épaisse, portant facilement dans la pièce silencieuse. « Nous sommes incroyablement honorés de vous avoir ici. » Evelyn, debout à 6 mètres, avait l'air de vouloir s'évanouir. « Mon père a servi dans le corps des marines », a poursuivi Richard, ses pouces pressant fermement sur mes jointures. Il était au réservoir de Chauzin. Cette famille, toute cette richesse, tout ce que vous voyez ici ce soir, a été construit sur une règle très simple. Nous n'oublions jamais, au grand jamais, le sang que des gens comme vous paient, pour que nous puissions nous asseoir dans des pièces comme celle-ci. Il a serré ma main une dernière fois, a fait un signe de tête bref et respectueux, et s'est reculé. La pièce a éclaté en applaudissements. Pas des applaudissements polis de club de golf, c'était fort, soutenu et lourd. J'ai regardé par-dessus l'épaule de Richard, l'instinct de survie d'Evelyn se mettait en marche. La panique sur son visage avait disparu instantanément, remplacée par une avidité frénétique et opportuniste. Elle a réalisé qu'elle avait joué la mauvaise carte. L'uniforme n'était pas un handicap. C'était soudainement la monnaie d'échange sociale, la plus précieuse de la pièce. Ses lèvres se sont étirées en un sourire large, maniaque, et complètement faux. Elle a poussé un serveur, ses talons cliquant rapidement sur le parquet. Elle a jeté ses bras en l'air, se précipitant droit vers moi, prête à détourner les projecteurs, et à revendiquer mes médailles comme sa victoire parentale personnelle. Les applaudissements nourris et soutenus de la foule du country club ont retenti dans la salle de bal. Richard Kensington a reculé, essuyant une larme égarée de son œil. C'était le signal pour Evelyn, son instinct de survie a pris le dessus. J'ai vu le calcul frénétique se produire derrière ses yeux, en temps réel. Elle a réalisé qu'elle avait complètement mal interprété la pièce. La foule de la vieille garde qu'elle avait passé des années à courtiser, n'était pas dégoûtée par mon uniforme. Elle s'y inclinait. Alors, elle a fait ce qu'un narcissique fait le mieux, elle a détourné le moment. La panique a disparu de son visage, ses lèvres se sont étirées en un sourire immense et aveuglant, qui n'atteignait pas ses yeux froids. Elle a poussé un serveur tenant un plateau de gâteaux de crabe, ses talons de créateur cliquant frénétiquement sur le parquet en chaîne polie. Elle a jeté ses bras en l'air, se précipitant droit sur moi à travers l'espace ouvert. « Nous sommes juste si incroyablement fiers d'elle », a-t-elle crié. Sa voix stridente et forcée a transpercé les applaudissements. Elle voulait revendiquer la victoire, elle voulait voler le respect dans cette pièce, et porter ma médaille comme un bijou social bon marché. Nous avons toujours été si fiers de notre Lola. Elle s'est lancée dans une étreinte. Je ne l'ai pas laissé me toucher, j'ai fait un demi-pas en arrière délibéré. C'était juste assez d'espace pour la faire saisir de l'air vide. Ses bras sont tombés maladroitement le long de son corps, son faux sourire a glissé de côté, exposant ses dents. Les photographes de la société, près de la table du gâteau, faisaient clignoter leurs appareils photo. Mais de près, à un demi-mètre d'elle, j'ai vu le venin pur et désespéré dans ses yeux. Elle s'est penchée, sa voix tombant dans un sifflement frénétique et haletant, juste à côté de mon oreille. Ne m'humilie pas devant ces gens. Même maintenant, même avec une salle pleine de gens au garde à vous pour sa propre fille. Sa seule préoccupation était sa fragile image de banlieue. Pas de remords, pas d'excuses. Juste la terreur de perdre la face. Je l'ai regardée, je ne me sentais plus en colère. Je ressentais juste un dégoût profond, et écrasant. Je n'ai pas chuchoté en retour. J'ai parlé assez fort, pour que Richard Kensington, Marcus Vance et les 3 premières rangées de table d'invités, entendent chaque mot. Vous avez appelé cet uniforme un numéro de cirque, ai-je dit. Ma voix était complètement plate, elle ne portait aucune émotion,
ce qui la rendait 2 fois plus profonde. Evelyne s'est figée, le sang s'est retiré de son visage, la laissant de la couleur de la cendre sale. Vous m'avez mise à la table 9, ai-je continué, projetant ma voix à travers le silence soudain de la piste de danse. Juste à côté des portes de la cuisine. Vous l'avez mis dans une conversation de groupe à 11h40 ce matin. Pour que personne n'ait à regarder la honte de la famille. Un halètement collectif a parcouru les premières tables, une femme riche en collier de perles a couvert sa bouche. La mâchoire de Richard Kensington s'est crispée en un nœud dur. Et maintenant, ai-je dit, fixant les yeux terrifiés d'Evelyne. Les personnes même que vous passez toute votre vie à essayer d'impressionner, viennent de se lever pour saluer la chose même, que vous avez essayé de cacher. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Elle ressemblait à un poisson s'asphyxiant sur la terre ferme. Le masque n'a pas seulement glissé, il s'est brisé en 1 million de morceaux irrécupérables sur le parquet. J'en avais fini avec elle, j'ai tourné le dos à ma mère. Un renvoi physique absolu, je l'ai effacé de la pièce. J'ai regardé les 12 vétérans, qui étaient toujours au garde à vous autour de la salle de banquet. J'ai fouillé dans la poche de poitrine de ma veste bleu nuit. Mes doigts gantés de blanc, ont contourné le tissu et ont sorti le lourd jeton de défi en laiton. J'ai levé mon bras bien haut, la lumière jaune chaude du lustre en cristal a frappé les bords rayés, et usés du métal. Je n'ai pas gagné cette médaille seule, ai-je dit. Ma voix a résonné à travers l'immense pièce, je n'avais pas besoin de microphone. Le silence était si épais, que je pouvais entendre le faible bourdonnement des bouches de climatisation au plafond. Un mardi matin, nous étions 4 à monter à l'arrière d'un 1V blindé, ai-je continué, mes yeux se fixant sur Marcus Vance. 3 d'entre nous sont revenus. Personne n'a bougé, le tintement des verres avait complètement cessé. Ce jeton appartenait aux marines, qui est resté dans le sable, ai-je poursuivi. Son nom était Tommy, c'était un gamin d'un village de l'Ohio, âgé de 19 ans. Je pouvais sentir mon propre cœur battre la chamade contre mes côtes, juste en dessous de la Silver Star. Mes mains maintenant le jeton en laiton, ne tremblez pas, il m'a pressé ceci dans la main, pour me porter chance avant que nous ne partions, ai-je dit. Le souvenir du vent chaud du désert, traversant mon esprit. Le métal épinglé sur ma poitrine ne m'appartient pas vraiment, il appartient à Tommy. Il appartient au nom que vous ne lirez jamais dans les journaux, et aux enfants qui n'ont jamais atteint leur 20e anniversaire. J'ai regardé autour de la pièce, le faste superficiel du country club semblait totalement insignifiant, comparé au poids du métal dans ma main. Je suis ici aujourd'hui, respirant et en un seul morceau, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire de même. J'ai regardé à nouveau Marcus Vance, le vieux soldat se tenait parfaitement droit. Il n'a pas salué cette fois, mais il m'a fait un lent et serré signe de tête, de compréhension absolue. J'ai tenu le jeton à la lumière, pendant une dernière seconde. Puis j'ai baissé le bras, j'ai glissé le jeton en laiton dans ma poche de poitrine, et j'ai boutonné le rabat. Le silence dans la pièce était absolu, il était lourd, suffocant et sacré à la fois. Je n'ai pas regardé en arrière, vers Evelyne, qui se tenait complètement paralysée derrière moi. Je n'ai pas regardé Tom, qui fixait ses chaussures près du bar. Je n'ai pas regardé Liam, à la table d'honneur. Je suis simplement resté là, laissant le silence de mort clouer le cercueil, sur les mensonges de la famille Bellet. Le quatuor à cordes a recommencé à jouer. Une valse basse, et hésitante, qui semblait totalement déplacée dans l'air lourd, et choqué, de la salle de bal. Je ne suis pas resté pour écouter. J'ai tourné le dos à la table d'honneur, et j'ai commencé à marcher vers la sortie principale. J'étais à mi-chemin de la piste de danse polie, quand une main a attrapé mon coude. Je me suis arrêté, et j'ai regardé en arrière. Liam. Sa cravate en soie grise argentée, était complètement défaite, pendant lâchement autour de son cou. Le sourire arrogant de Wall Street qu'il portait ce matin, avait disparu. Remplacé par quelque chose, qui ressemblait à une véritable panique. Ses yeux étaient injectés de sang, il n'avait plus besoin de faire semblant. Les Kensington, la famille qu'il était si désespéré d'impressionner, venait de s'incliner devant sa sœur. Son filet de sécurité d'enfant choyé, venait de s'évaporer complètement. Je ne savais pas, a dit Liam. Sa voix s'est brisée. Il a regardé la Silver Star, puis mon visage. Je le jure devant Dieu, Lola, je n'ai jamais demandé. J'ai juste laissé maman s'en occuper. Je suis désolé. Il tremblait, un produit dérivé de l'usine à parents toxique d'Evelyne.
réalisant enfin que la machine était cassée. Mon instinct, entraîné par 10 ans de maintien de la paix, m'a hurlé de le serrer dans mes bras. De lui dire que ce n'était pas de sa faute, d'absorber sa culpabilité pour qu'il n'ait pas à la porter. Je ne l'ai pas fait. J'ai levé la main, dans le gant de coton blanc. Et je l'ai posé fermement sur son épaule, une limite physique, une barrière entre sa culpabilité et ma paix. Aujourd'hui, c'est le jour de ton mariage, Liam, ai-je dit. Ma voix était stable, dénuée de toute colère. Va danser avec ta femme. Si tu veux vraiment savoir ce que signifie ce métal, appelle-moi demain. J'ai baissé la main, et j'ai continué à marcher. J'ai poussé les lourdes portes en chêne, menant au couloir tapissé. Le bruit de la salle de bal s'est instantanément étouffé derrière moi, mais je n'étais pas seul. Tom Bailey se tenait près d'une grande baille vitrée, surplombant le terrain de golf. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que ce matin, ses épaules étaient affaissées. Son costume coûteux semblait soudain 2 tailles trop grand pour lui. Il s'est avancé au milieu du couloir, me barrant le chemin. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste de costume, sa main tremblait. Il a sorti un morceau de papier, plié en 4, les bords doux, usés et légèrement jaunis. Il me l'a tendu, je ne l'ai pas pris. J'ai reconnu l'entête officielle du département de la Défense, qui transparaissait à travers le papier fin. C'était la lettre de citation de mon premier déploiement, celle que j'avais envoyée à la maison il y a 4 ans. Je l'ai gardée, a chuchoté Tom. Une larme a coulé sur sa paupière inférieure, suivant les rides profondes de sa joue. Je l'ai lu, Lola. Chaque mot. Et puis, je l'ai caché dans mon bureau. J'ai laissé ta mère décider de la façon dont nous allions gérer la situation, parce que c'était plus simple. Il a baissé les yeux vers le tapis. J'ai été un lâche. J'ai tellement honte. Il attendait l'absolution, il attendait que la belle fille intervienne, lui tapote la poitrine, et prononce les mots magiques, ce n'est pas grave, papa. Je te pardonne. Il voulait que je lui donne une ardoise propre. J'ai fixé le papier froissé dans sa main tremblante. Ce n'est pas bien, papa, ai-je dit. Sa tête s'est relevée d'un coup, le choc dans ses yeux était sincère. Ce que tu as fait n'était pas bien. Ce ne le sera jamais. Lui ai-je dit, en gardant une voix parfaitement égale. Mais je suis contente que tu aies enfin eu le courage de le dire à voix haute. Je n'ai pas attendu sa réponse, je l'ai contourné. Le grand hall d'entrée était juste devant, les doubles portes en verre menant au service de voiturier et au parking étaient en vue. Evelyn se tenait en plein milieu, devant la vitre, le dernier obstacle. Son mascara était légèrement bavé, mais sa mâchoire était serrée comme un piège en acier. Même après avoir été publiquement humiliée, même après que son récit tout entier ait été bombardé en orbite, elle essayait toujours de contrôler le rayon de l'explosion. « Tu ne vas pas sortir d'ici comme ça », a sifflé Evelyn alors que je m'approchais. « N'ose pas déchirer cette famille, pour un malentendu. On peut arranger ça. Rentre à l'intérieur et mêle-toi aux autres, fais semblant. » Je me suis arrêté à 1 mètre d'elle. J'ai regardé la femme qui m'a mise au monde. Pendant toute ma vie, elle avait été une force imposante et terrifiante. Une dictatrice qui régnait par la culpabilité, la honte, et les chuchotements passifs-agressifs. Maintenant, elle avait l'air petite, désespérée, et creuse. Je n'ai absolument rien ressenti, pas de colère, pas de ressentiment. Juste un vide froid, et vide, là où l'amour d'une fille se trouvait autrefois. Je vais exister avec ma véritable histoire, ai-je déclaré. L'acoustique du hall en marbre a fait résonner ma voix comme un coup de marteau. Je porterai mon uniforme quand je le voudrai. Je parlerai des personnes que j'ai perdues. Et je ne me ferai plus jamais invisible à la table numéro 9. La bouche d'Evelyn s'est ouverte, mais ses cordes vocales l'ont trahi. Tu peux accepter ça, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Ou tu ne me reverras plus jamais. C'est ton choix. Elle n'a pas bougé, elle m'a juste dévisagé. Ses yeux grands ouverts, face à la réalisation horrifiante qu'elle avait complètement perdue. Les ficelles invisibles qu'elle avait utilisées pour me manipuler pendant une décennie, venaient d'être coupées avec un couteau de combat. Je n'ai pas attendu qu'elle prenne une décision. Je me fichais de ce qu'elle choisirait. J'ai avancé, je n'ai pas changé de trajectoire. Evelyn a tressailli, et s'est écartée de mon chemin au tout dernier moment. J'ai poussé les lourdes poignées en laiton des portes en verre. Je suis sorti dans la nuit. Le vent froid,
et mordant d'octobre, a balayé le parking en asphalte. Il a frappé mon visage instantanément, emportant l'odeur synthétique écœurante du parfum d'Evelyn, et l'air vicié du country club. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une profonde et longue inspiration. Mes poumons se sont dilatés, aspirant l'air glacé et vif. Le lourd nœud de fer dans mon estomac, celui que j'avais porté pendant 10 années consécutives, s'est enfin dénoué. Pour la première fois depuis mon adolescence, je respirais un air qui m'appartenait entièrement. J'ai fouillé dans la poche de mon pantalon, sous la lourde veste de laine. Mes doigts ont effleuré une carte de visite épaisse et texturée. Richard Kensington me l'avait glissée, avant que je ne quitte la salle de bal. Appelez mon bureau lundi, avait-il chuchoté. Je siège au conseil d'administration d'une fondation pour les vétérans. Nous avons besoin de voix comme la vôtre. J'ai marché vers mon camion, le gravier a crissé sous mes bottes. J'avais perdu une famille pourrie et toxique ce soir, mais j'avais gardé mon âme. Ne vous rapetissez jamais, pour entrer dans les moules étroits et superficiels, construits par d'autres. Surtout ceux qui partagent votre sang. Votre vérité, vos cicatrices, et votre histoire, sont la plus belle armure que vous porterez jamais. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi si vous avez déjà dû faire le choix le plus difficile, et couper complètement les liens toxiques dans votre propre vie. Quel a été votre point de rupture? Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et rejoignez cette communauté. Les retombées ont balayé Carvey comme une démolition contrôlée. Les petites villes vivent de ragots. La vérité sur le dîner des Ellsworth s'est répandue dans le country club local dès le lundi matin. Diane a perdu le contrôle total de son faux récit. L'image polie, et parfaite, qu'elle avait passé des décennies à construire était partie. Elle a été exposée à toute la communauté comme une fraudeuse, qui s'est moquée d'un officier militaire décoré pour impressionner de riches étrangers. La honte fut absolue. L'écran de mon téléphone s'est allumé 2 jours plus tard. Un message de Gérald. Je suis désolé, Chloé. J'aurais dû dire quelque chose à table. Les excuses d'un lâche. Trop peu, trop tard. Il m'a regardé saigner sur le sol et n'a offert un pansement qu'après la retraite de l'ennemi. J'ai fixé les lettres lumineuses sur l'écran de verre, je n'ai pas tapé de réponse. Je n'étais pas en colère, je ne ressentais juste rien. J'ai fait glisser mon pouce sur l'écran. Supprimé. Disparu. Page a mis plus de temps à craquer. Mais un mois plus tard, une berline argentée s'est arrêtée à la porte principale des visiteurs de la base du corps des marines en Caroline du Nord. Elle a conduit 12 heures, seule. Elle s'est assise dans le centre de sécurité, l'air petite et complètement déplacée parmi les uniformes. Elle ne portait pas de soie de créateur, elle portait un simple pull gris. Le mensonge de 10 ans a été écrasé sous les lourdes chenilles de la vérité. Elle essayait enfin de comprendre comment être une vraie sœur, dépouillée de son immunité d'enfant choyé. Lundi matin, 6 heures. Je suis entré dans le poste de commandement, la climatisation était glaciale. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête. Le sergent-chef Maria est entrée dans mon bureau, ses lourdes bottes frappant le sol d'un rythme régulier. Elle a posé une épaisse tasse en céramique sur mon bureau en acier. Du café noir, torréfaction foncée. L'odeur amère et brûlée a rempli l'air. Bonjour, Major, a dit Maria. Elle a fait un signe de tête sec, et est retournée sur le plancher des opérations. Je me suis assise dans mon lourd fauteuil de bureau. J'ai réveillé mon ordinateur portable crypté, un canal de messagerie sécurisé a clignoté sur l'écran. L'expéditeur était Catherine Ellsworth. Major Holloway. Les familles sont compliquées, mais le champ de bataille ne l'est pas. Nous avons reçu vos paramètres logistiques révisés. Le contrat s'élargit. Préparez votre unité pour la prochaine phase. J'ai lu les mots 2 fois, je me suis adossé à ma chaise. Un lent et silencieux sourire s'est dessiné sur mon visage. J'ai repensé aux mots que Diane m'avait crachés à travers cette table de salle à manger. Chloé ne fait que du nettoyage dans les casernes militaires, un peu comme une concierge. Diane avait en fait raison sur un point. Je suis une nettoyeuse. Je nettoie les risques, j'élimine les menaces. Je gère le chaos pour que les civils ignorants, et ingrats, qui dorment dans leur lit confortable puissent rester parfaitement en sécurité. C'est un sale boulot. Il ne vient pas avec un bureau d'angle. Il vient avec des cicatrices. Mais c'est un travail qui compte. J'ai tendu la main sur le bureau en acier,
j'ai pressé mes doigts contre la douille de 5,56 mm en laiton. Le métal était froid et lourd. Le sang ne fait pas automatiquement une famille, la biologie n'est qu'une loterie aléatoire. La vraie famille se forge dans la boue, elle se construit sur le respect mutuel, la loyauté inébranlable et un honneur absolu. Vous ne devez pas votre santé mentale à des personnes qui vous traitent comme un fardeau. Je n'ai pas besoin de lâches, qui n'ont jamais vu un vrai champ de bataille, pour valider mes médailles. Je n'ai pas besoin d'un narcissique pour me dire que j'ai de la valeur. J'ai pris les cendres de leur mépris, et j'ai construit un empire de fierté juste au-dessus. J'ai survécu à la guerre qu'ils ont commencée dans cette cuisine il y a 10 ans. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai gagné. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, laisser un commentaire sur votre propre parcours, et vous abonner à la chaîne. J'apprécie vraiment votre soutien. Restez fort, et à la prochaine.